Bonjour, Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran, également militant associatif. Je veille au respect de la dignité humaine, au respect de l'égalité devant la loi avec les organisations qui nous accompagnent à cet effet. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de vous présenter parce que vous souhaitez conserver l'anonymat pour nous relater une problématique de taille que vous avez rencontrée dans votre parcours de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est déroulé? On va essayer de reprendre un petit peu chronologiquement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'y aller étape par étape. Et donc je vous laisse un petit peu nous présenter ce qui vous a amené à nous contacter et à faire en sorte qu'aujourd'hui vous fassiez ce témoignage. Très bien, bonjour. Je vais commencer. Il faut que je commence par le début. Donc, moi, je suis une personne qui est dans l'événementiel et je suis amené à organiser des événements. Et du coup, j'ai rencontré une personne. J'ai dû solliciter une personne sur il y a à peu près 2 ans. Et en fait, à partir de cette rencontre, il s'en est avéré pas mal de choses, enfin, pas mal de problèmes. Alors cette personne est un humoriste français très connu, C'est ça, dont nous tairons le nom, c'est bien ça. entendu, mais Mm, savoir que c'est une personne qui est très connue au niveau Tout à fait, oui. français Tout sur à la fait. scène humoristique. Tout à fait. Comédien, acteur, oui, tout à fait. Et donc de cette soirée, c'est avéré qu'il s'est passé des choses. Euh, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait des choses qui sont assez graves. D'accord, de quel ordre? Des abus, un abus, on va dire. D'accord, vous Un pouvez abus. nous en dire un peu plus, n'hésitez pas, hein, C'est, on va dire un abus sexuel. On D'accord, va dire voilà, un abus sexuel à votre rencontre. sur la première rencontre. D'accord. Donc de cet abus en fait, moi j'ai perdu un peu de pied en fait de ce qui s'était passé. J'ai subi un certain, on va dire, chantage et violence de la part de cet individu, puisqu'on devait quand même finaliser cette date-là, on devait la mener quand même à terme, puisqu'il y avait des paroles qui avaient été données. Alors vous l'avez sollicité pour une prestation et de Voilà, faire un spectacle. c'est ça, Donc vous l'avez rencontré à cet effet c'est ça. pour parler un petit peu des termes de la Oui, collaboration entre vous. mhm, Il s'est passé donc un abus sexuel de sa part envers vous c'est ça, avant la prestation c'est ça. prévue. Et donc quel type de chantage avez-vous vécu par la suite? Par la suite, c'était cette forme de chantage où je devais pratiquement être avec cette personne-là, où il venait pas à la date. Enfin, c'était beaucoup des violences, on va dire, psychologiques comme ça, c'est-à-dire il jouait sur je vais pas faire la date, je vais la faire, voilà. Si t'es pas avec moi, faut que tu sois avec moi. Donc à un moment donné, moi, j'ai pas trop compris dans quelle position j'étais en fait vis-à-vis de cette personne. Quand vous dites qu'il disait qu'il fallait que vous soyez avec lui, c'était juste par la présence physique ou être avec Non, vous en couple? en couple. D'accord. Et alors que bon, moi, déjà de là, j'étais dans un certain déni, dans une certaine colère envers moi-même, envers cette personne-là, mais plus envers moi-même, parce que je comprenais pas trop en fait ce qui se passait, pourquoi j'étais arrivé jusqu'à à subir ça. De cette première nuit, on va dire, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, je suis tombé enceinte, parce qu'il n'y avait pas eu de protection, et, euh, et de là, en fait, les problèmes, ils ont commencé. Parce D'accord. que là, en fait, moi, j'ai perdu pied. Ça, pour être franche et clair, j'ai vraiment perdu pied suite à cette. Déjà, j'avais pas déjà assimilé ce qui s'était passé. Et ensuite, je découvre que je suis enceinte. Euh, Contre votre gré, du coup. Vu que vous avez oui, parlé d'un oui, abus, oui, oui, d'une atteinte oui, et d'un abus sexuel, tout à fait. c'était Ouais, contre votre gré. oui, D'accord. oui. Vous n'avez pas pu vous y opposer Sur la première soirée, Oui. j'ai essayé, mais en fait, j'ai essayé. En fait, je disais que moi, je voulais pas mélanger le professionnel, le personnel, que c'était pas. En plus, je suis même parti dire que j'étais frivole, que j'étais pas du tout. J'ai essayé, on va dire distinctement, de pouvoir l'éloigner et de rester sur un cursus plutôt professionnel, D'accord. sachant qu'en plus je disais voilà, tu es marié, tout ça. Il me disait non, j'ai divorcé. Donc il était vraiment insistant et après je sais pas ce qui s'est passé. Euh, voilà, il m'a servi 2 verres de thé qui ont été préparés dans sa cuisine. Je sais pas ce qui s'est passé puisque moi de toute façon j'avais pas le souvenir. J'ai eu un trou noir après par la suite et après comme je vous dis j'ai fait un déni en fait de ça puisque euh, tout de suite après, il y a eu des harcèlements qui ont été faits de sa part sur les réseaux sociaux, sur Snap notamment, et c'est à 6 heures du matin, 4 heures du matin, donc en fait, Vous suspectez, pour rester très précautionneux dans les termes,
qu'il y ait potentiellement une substance illicite qui a été glissée dans votre thé, qui vous aurait fait perdre vos moyens cette soirée-là. Au début, je suspectais, mais aujourd'hui, j'en suis sûr. D'accord, Voilà. Aujourd'hui, j'en suis sûr parce que j'ai découvert que, que c'était quelqu'un qui était coutumier des faits. d'accord. Donc au début, je suspectais, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est coutumier des faits? Bah, parce que j'ai rencontré d'autres victimes. D'accord, qu'on d'autres- subit à peu près la même chose. Voilà, c'est ça. Et vous êtes, excusez-moi, je pose des questions pour que ce soit le plus clair possible aussi pour les téléspectateurs qui regarderont cette vidéo. Le lendemain, quand vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, est-ce que vous allez voir les autorités judiciaires? Est-ce que vous allez au commissariat? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais dans une colère et un déni parce que lui m'a fait penser que c'était de ma faute. D'accord, Voilà, que c'était moi qui avais limite abusé de lui pour cette date-là. Donc en fait, moi je comprenais pas ce qui venait de se passer. d'accord. Donc déjà, moi j'étais en colère contre moi-même parce qu'il avait réussi à me faire entendre que c'était de ma faute, que c'est moi que j'étais trop séductrice, etc., et que c'était de ma faute et que forcément voilà que j'avais abusé de lui pour cette Donc date-là, que ça c'était fait moi qui l'ai. culpabiliser, Oui, quoi. voilà, c'est ça. D'accord, Et de là, en fait, moi j'étais rentré dans une colère déjà contre moi-même et après contre lui. d'accord. Et comment ça s'est déroulé par la suite alors? Bah, on a essayé de maintenir la date, D'accord, bon, avec pas mal de colère là-dessus, etc. Lui, comme je vous disais, il faisait du chantage. Donc moi, j'avais beau dire, bon, bah, laisse tomber, la fais pas, c'est bon, la fais pas. Lui relancer tout le temps sur Snap, sur WhatsApp, sur tout ça. Voilà, avec cette volonté de vouloir avoir la main mise en fait sur moi. d'accord. Donc on a mené la date à terme. Et, euh, et avant qu'on mène la date à terme, il faut savoir que j'ai dû aussi subir l'avortement, parce que ça a été fait très rapidement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet avortement? Je sais que c'est douloureux, c'est pas Mm. forcément évident d'en parler, mais de ce que vous nous avez dit, il y a eu pas mal d'anomalies concernant cet acte médical et la manière dont se sont déroulés les événements. Oui, bah sur les VG, moi j'étais déjà sur une prestation à Montpellier, c'est comme ça que je l'ai découvert. Euh, j'avais fait, j'avais du retard, j'ai fait une prise de sang, j'ai pas trop cru, j'ai fait un test de grossesse où j'étais à Montpellier. Là, je suis en panique. J'étais déjà, je crois, un mois et quelques semaines. Je, franchement, voilà, j'avais pas, À ce j'étais moment-là, choqué. qu'est-ce que vous vous dites? Je sais pas, Je le garde pas, vous voilà, savez pas. j'étais là, je le garde pas. J'étais plus dans ça, j'étais choqué, étonné. Et du coup, bah, plus en fait on avançait dans donc je lui en ai fait part. Euh, je lui en ai fait part directement, puisque de toute façon, c'était la seule personne avec qui j'avais eu ce rapport-là. Et, euh, et du coup, lui, il m'a dit, il faut tout de suite trouver un médecin, etc. Donc, Un médecin pour avorter? oui, D'accord. voilà. Donc tout de suite, il y a un Tout de peu cette suite, j'ai pression de dire, il pas... n'y a pas de discussion possible, faut pas le Non, garder. non. En fait, dans ma tête, ça fusait parce que j'avais même pas le temps de, de me poser, de bien réfléchir, etc. C'était tout de suite, je m'envoyais des adresses de médecins, etc. en me disant, voilà, on a un certain âge, on peut pas le garder, que lui, il avait déjà un enfant, qui pouvait, voilà. En tout cas, il y avait plein d'anomalies aussi autour de ça qui pouvaient, voilà, avoir des soucis, etc. Et moi, au fur et à mesure, en fait, j'étais en train de réfléchir et de me dire, en fait, qu'à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas le garder? Parce que je me suis dit, c'est peut-être... Enfin, un avortement, c'est jamais anodin, en fait. Une IVG, c'est enlever une âme. Et moi, quand je me retrouvais seul, en fait, bah, chez moi, je réfléchissais à le garder, en fait. Je me suis dit, je peux pas faire ça. D'accord. Je peux pas ôter la vie. Et en fait, quand je lui en faisais part, lui, il est agressif. Oui, agressif. Donc, du coup, il voulait absolument... Vous là, il devait- contraint de vous forcer voilà, la main voilà, pour procéder à voilà. l'avortement. Donc après, j'en avais parlé à un ami à moi qui était très proche, donc qui au début me disait bon, faut voir, pourquoi pas, réfléchir, etc. Mais ça peut faire des soucis, etc. Et en fait, le bruit il a commencé à tourner un petit peu, et là, il m'a envoyé ses amis pour vraiment m'inciter à ce que je puisse avorter. D'accord, donc vous receviez des appels ou des visites de personnes Voilà, que vous aviez en de commun. deux en général, oui, D'accord, deux personnes deux personnes, oui, et qui vous incitaient oui, avec insistance, si on oui, peut dire, oui, à avorter, à ne pas garder oui, l'enfant, malgré que vous étiez en pleine réflexion et oui, plutôt avoir tendance à peut-être le garder que oui, à avorter. exactement. D'accord, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Bah, par la suite, il a trouvé un médecin. Lui, il était dans une autre ville de France. Il a trouvé un médecin.
Donc il m'a ordonné de l'appeler, donc c'est ce que j'ai fait. Après, il faut savoir que j'étais dans un état d'esprit très fragile, en fait, j'étais perdu. J'étais, voilà, je divaguais un petit peu en fait. J'étais pas en toute conscience. Donc j'ai appelé. Est-ce qu'il y a cette pression de se dire aussi j'ai affaire à une personnalité publique qui est connue et que ça peut aussi, à un moment Non, ça je l'ai donné, même pas. intimider ou pas? Non, pas du tout. Ça, je D'accord. l'avais même pas envisagé. Ça, D'accord. non, on était plus sur vraiment sur le. Enfin, c'est pas ce qui m'intimidait en tout cas D'accord. de sa part, pas du tout. Mais c'est vraiment l'état psychologique dans lequel j'étais, parce que ça, que c'était un laps de temps très court entre ce qui s'était passé, où j'avais fait un déni et j'étais perdu. Euh, j'avais pas l'intention d'être en couple avec cette personne-là. Dès le début, je voulais absolument pas être en couple. Lui, il a transformé cette nuit-là en couple, avec insistance, avec les messages, etc. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ok. En fait, il avait cette influence, cette manipulation Une qui sorte arrivait. d'emprise. Voilà. En fait, je faisais tout comme il disait. D'accord. Voilà. Et en plus, il avait ce côté à rabaisser les gens qui faisait que, bah, déjà, moi, j'étais déjà dans le mal avec ce qui s'était passé, le fait de savoir que j'étais enceinte, j'étais encore plus dans le mal. Mm. Le fait de penser à ôter la vie, j'étais encore plus dans le mal. Donc psychologiquement, en fait, je j'avais même plus la capacité de réfléchir ou Ou de de... Non. résister. D'accord. Et donc vous appelez ce médecin? J'appelle ce médecin, donc il me donne rendez-vous le lendemain, D'accord. à 17h30. Donc je lui en fais part. J'ai le tarif, donc elle me donne le tarif. Donc je lui dis voilà, j'ai rendez-vous demain, voilà, c'est à 17h30 et elle demande de temps. Et du coup, il me dit bah il faut y aller, voilà, je serai là, je vais t'accompagner. Je dis non, laisse tomber, je C'était dans préfère. une clinique ou c'était Non, c'était un cabinet privé. un cabinet privé? Oui, D'accord. c'est un cabinet privé dans le 16e, je crois. Je crois que c'est le 16e. Arrondissement de Paris? Oui. D'accord. Euh, c'est un cabinet privé, donc lui voulait absolument être là aussi. Donc moi j'avais été en avance puisque je voulais l'esquiver. Et il m'a quand même rejoint. Donc après ça que quand on est arrivé, il y avait un peu plus de 45 minutes d'attente, ça nous a fait attendre. D'accord. Moi j'ai décidé d'aller dans le café qui est en face pour m'assimiler, enfin voilà, pour réfléchir, etc. Pour pas attendre dans le cabinet. Et donc lui m'a suivi et de là en fait il s'en est suivi la pression. Voilà, c'est bien, c'est la bonne décision qu'on va prendre, etc. Parce qu'on peut pas, on est à un âge avancé, tout ça, on peut pas le garder, etc. Sachant que pour lui, ça aurait peut-être été potentiellement scandaleux d'avoir un enfant avec une personne, sachant que cette personne est encore mariée. Exactement, D'accord. exactement. Déjà, oui, il est toujours marié et oui, ça aurait pu être un grand scandale puisque oui, ça aurait pu faire un gros bad buzz. D'accord. Mm. Et donc, il vous accompagne au cabinet médical? Ouais. Et de là, donc passer les 45 minutes, donc la secrétaire nous rappelle, on y retourne. Euh, Lui était toujours dans cette optique d'attention, c'est bien, c'est la bonne décision qu'on va prendre, etc. Il rentre avec moi, il fait l'entretien avec moi au cabinet. D'accord. Voilà. Alors, vous Euh, n'êtes même pas prise, on va non, dire, en aparté, étant donné que c'est vous qui allez avorter, que non, vous n'êtes pas considéré être en couple parce que c'est un homme marié en plus. Mais donc, il impose sa présence lors mm, du rendez-vous médical avec oui, le professionnel de la santé. oui, oui. D'accord. Et du coup, le médecin donc procède à une échographie pour voir exactement à combien de mois j'étais. Donc, il assiste à l'échographie aussi. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, elle sort les petites photos, tout ça. Donc, lui, il voulait qu'on les déchire. Bon, moi, j'ai quand même dit non. Je vais garder quand même. Mhm. J'en ai gardé une. Vous voulez pas garder de traces? Voilà. Vous pensez que c'est ça? Voilà. Mais moi, D'accord. c'était émotionnel, en fait. Il fallait que je garde une preuve, enfin, cette traçabilité, en fait, pour moi. Bien sûr. Parce qu'émotionnellement, en fait, je réfléchissais plus de moi-même. Donc, et là, du coup, le médecin prescrit des médicaments parce que c'était donc une IVG médicamenteuse. D'accord. Et de là, elle dit donc à ce monsieur-là d'aller à la pharmacie qui est juste en bas, qui a l'habitude, Mhm. qui connaît le cabinet, d'aller chercher les médicaments. Donc, Donc une ordonnance à votre nom, oui, je parce pense, qu'on oui. ne peut pas Ah, prescrire de ouais. médicaments en vue d'avorter à une personne de sexe masculin, on va dire. Oui, mais sur le moment, moi, j'ai vraiment pas relevé tous ces petits détails, mais du tout. D'accord. Et du coup, c'est lui qui y va. D'accord. C'est lui qui va chercher donc le médicament. Moi, entre-temps, j'étais en salle d'attente. Et quand il est revenu avec le médicament, donc on est reparti dans le cabinet. Et à ce moment-là, il fallait que je prenne le médicament devant elle et devant lui, parce qu'il D'accord. était là. Voilà.
Donc aucune intimité à quelconque moment. Non, On vous a même pas demandé si vous souhaitiez être seul non, ou accompagné. non, non, D'accord. non. Et comment a-t-il fait pour récupérer les médicaments? Il y avait votre carte vitale, il y avait quelque Non, moi chose? j'avais perdu ma carte vitale. À ce moment-là, D'accord. j'avais plus de carte vitale, j'avais fait la demande, j'avais pas encore reçu. Et du coup, je pense que c'était sur sa carte vitale, il me semble. Ou il n'y avait pas de carte vitale. D'accord, pas de feuille de soins établie, parce que quand on n'a pas de carte vitale, on peut avoir une feuille de soins et avoir un remboursement Non, j'en ai ultérieur pas le par la souvenir. caisse primaire Non, d'assurance maladie. Rien du tout. non. D'accord. Et donc vous procédez à l'ingestion des médicaments pour avorter. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y avait un autre médicament que je devais prendre le lendemain, donc chez D'accord. moi, pour justement bien activer. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et lui, il m'a harcelé aussi par téléphone le lendemain pour être sûr que... Parce que Vous cette aviez pas personne-là pris. n'a jamais mis les pieds chez moi, donc, et que je ne souhaitais pas. Donc, lui, il a harcelé pour être sûr que... Et effectivement, donc j'ai pris le deuxième médicament ici chez moi toute seule. Et de là, après les douleurs, etc. Donc, voilà, de l'IVG. Et après, plus rien. D'accord. Plus de nouvelles. Enfin, j'ai pas eu de. J'ai eu, non, pardon, j'ai eu un autre suivi justement pour voir s'il y avait tout avait été, tout était parti. Expulsé. D'accord. Voilà. Et il était là aussi. D'accord. Donc là, j'avais pris. Lui, il est venu en métro. Moi, j'avais pris ma voiture, encore une fois, pour y aller toute seule et l'esquiver. Mais lui, il était déjà en métro. Il est venu carrément en métro devant le cabinet quand je suis arrivé. Mhm. Donc, il avait le rendez-vous, etc. Parce que quand on est parti la veille, il savait à quelle heure on devait avoir rendez-vous, etc. D'accord. Donc, pour le contrôle. Et C'était donc, combien de temps après le contrôle? le contrôle, c'était 3 jours après. D'accord. Parce que ça s'est passé le 20 et j'ai eu un contrôle le 23. D'accord. Voilà. Et du coup, il était là devant le cabinet. Et il voulait même rentrer à l'intérieur. Et là, le médecin lui a dit non. Par contre, pour le contrôle, non. Là, D'accord. il y avait un paravent. Il voulait vraiment vérifier, etc. Il lui a dit non, vous restez. Il reste au bureau. Et il n'est pas venu dans Mhm. un petit truc d'intimité, quoi. D'accord. Voilà. Et de là, après, j'ai plus de contrôle. J'ai plus rien eu. Pas de visite, de Non, contrôle, savoir si au niveau de la santé tout allait non, correctement, rien du tout. rien du tout. D'accord. Et donc cet avortement, il a eu lieu avant la prestation ou après la prestation? 4 jours avant la prestation. 4 jours avant la prestation. Voilà. Pour clôturer un peu ce chapitre de l'IVG, avant de continuer sur la suite des événements, à l'heure actuelle, vous avez fait quelques recherches auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Il n'y a aucune trace d'un avortement que vous auriez effectué à cette date-là. Non, D'accord. aucune. Donc rien n'a été répertorié. Non. Par contre, vous avez bien une échographie Oui, qui atteste que vous étiez enceinte. oui, Vous avez un petit bracelet du cabinet médical. oui. Vous avez prise de sang aussi qui Mhm, affirme que vous étiez enceinte. mhm. Donc vous avez toutes les preuves qui matérialisent le fait que vous étiez enceinte, que vous n'avez pas forcément fait de fausses couches, mais vous avez avorté sans aucune trace, sans aucune preuve au niveau de l'assurance maladie, Mhm. malgré les actes médicaux qui ont été Oui. faits à votre, Oui, sur les à votre recherches qu'on a pu effectuer, oui. On n'a qu'une seule trace, c'est la date du contrôle. Et elle D'accord. n'est pas la bonne date, parce qu'on a une date du 24, et le 24, moi, j'étais en prestation, justement, donc je ne D'accord. pouvais pas être dans le cabinet. Et on a des ordonnances aussi qui sont datées à cette date-là. Sachant que vous n'aviez pas de carte vitale, vous avez dû payer donc cette IVG. Moi, j'ai pas payé, c'est monsieur qui a payé. D'accord. C'était de l'ordre de combien? 200. Donc 400 euros au Oui, total. 200 D'accord. sur le 20 et 200 sur le contrôle. Et pas de traçabilité non plus de ces Non, paiements-là. Comment vous expliqueriez, si vous arrivez toutefois à l'expliquer, qu'il n'y a aucune trace de cette IVG? je pourrais pas l'expliquer. D'accord. Parce que, en plus, moi, sur le moment, je pensais que c'était normal, vu que c'était un cabinet assez prestigieux. Et vu qu'elle nous a appelé en urgence, je n'ai pas en fait relevé. C'est après que j'ai cru comprendre que c'était remboursé, etc. Mais j'ai pas relevé, j'ai même pas fait attention aux dates. C'est vraiment avec les recherches que j'ai fait attention aux dates des ordonnances qui sont pas à la bonne date. Euh, sur les dates de ce qu'on a pu trouver sur la sécurité sociale, c'est pas les bonnes dates puisque la trace du 20 on l'a pas. On D'accord. n'a que le 23, donc celle du contrôle. Et il n'y a pas de plus de détails que ça en fait. D'accord. Alors comme vous dites, il y a des ordonnances là-dessus, puis il y a surtout l'ordonnance du médicament que moi-même j'ai pas. Le médicament pour avorter. D'accord. Je sais pas la copie. D'accord. Oui. Donc pas mal d'anomalies qui règnent autour de cette fameuse IVG. Mm.
On n'irait pas jusqu'à dire que ça a été fait clandestinement, mais presque, entre guillemets, dans la manière dont vous nous décrivez les choses, en tout cas, bien entendu, avec toute la précaution de langage qui s'impose à nous. Donc, vous pratiquez cette IVG quelques jours avant cette fameuse prestation. Vous vous rendez à cette prestation? Oui. Donc, accompagné de cette fameuse personne. Oui. Comment ça se déroule là-bas? Moi, j'étais malade puisque après une IVG, on a des soucis donc physiques, etc. On a beaucoup de saignements, etc. Donc, j'ai dû mener quand même à terme cette prestation avec la personne. Donc, elle était très contente de ce qui s'était passé. Vraiment rien à foutre, on va dire. Euh, il n'était pas spécialement, alors que moi, je souffrais énormément, que ce soit psychologiquement et physiquement. Lui, il a fait sa prestation, il a pris son cachet. Et il a pris le premier train à 5 heures du matin, il s'en fait avec le cachet, avec tout. Et après... Parmi cette enveloppe, il y avait de l'argent qui vous devait? Oui. D'accord. Il y avait son cachet, il y avait donc ma commission qui est incluse dedans. Mhm. Mais il a pris le premier train, il s'est enfui à 5 heures du matin. Et puis après, de là, en fait, ont commencé les animosités de... moi, en fait, je lui en voulais par rapport à ce qui s'était passé le premier soir, parce qu'en vrai, ça aurait pas dû se passer comme ça. Parce que j'ai eu à collaborer avec plusieurs artistes où, Dieu merci, ça se passe pas comme ça tout le temps. Et parce qu'en plus, il faisait en sorte de vraiment avoir une emprise sur moi, de vraiment pouvoir me diriger, quoi, manipuler comme il voulait, mais sans spécialement avoir de la considération pour ce que j'ai pu subir. Parce que pour lui, tout ça, c'est pas grave. Vous nous disiez même, hors caméra, bien entendu, que il jouait un petit peu sur une certaine culpabilité, empathie de votre part en se faisant passer pour quelqu'un de malade. Exactement. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc juste après que j'ai avorté, justement, lui s'est déclaré un cancer. D'accord. Donc il m'a dit qu'il il avait un cancer généralisé. D'accord. Donc il était... Pardon. Qu'il était sous chimio. Et avec le recul, je me dis, est-ce que c'était pas pour camoufler ma souffrance et ce que je venais de subir? Et qu'en fait, il me disait qu'il lui restait que 2 mois à vivre, donc c'était peut-être pas la peine d'ébruiter tout ça, de s'attarder sur ça, parce que moi j'étais en bonne santé, que j'avais toute ma vie devant moi, toute une carrière devant moi, et que lui, il lui restait, le médecin lui avait préconisé que 2 mois à vivre, et que j'allais bientôt voir son nom sur la banderole, comme quoi il était décédé de son cancer, et il m'envoyait pas mal de photos, comme quoi il crachait du sang, comme quoi il était sous oxygène, qu'il allait à Pierre-Marie Curie, quelque chose comme ça, pour aller faire sa chimio, mais en fait... moi, comme je sais pas comment ça fonctionne une chimio, après je le voyais pas très malade puisque à côté de ça il faisait ses prestations. Et je me rappelle que je lui ai dit mais si t'es malade et que à un moment il venait de sortir de chimio mais il avait quand même pu faire 8 heures de vol pour aller en Afrique. Je lui ai dit mais ça va, la chimio en fait ça, bon, c'est censé fatiguer mais ça va. Elle m'a dit oui non c'est bon les médecins ils me donnent des bons médicaments. Vous disiez aussi que vous aviez retrouvé une photo qu'il vous avait envoyée où il prétendait que c'était son sang qu'il avait craché, mais que Oui. c'est une photo que vous avez retrouvée sur internet. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça, il m'en parlait tous les jours, il me faisait culpabiliser par rapport à sa maladie, que je prenais pas trop en considération sa maladie, parce que moi je disais qu'il prenait pas en considération mon état psychologique, dans quel état il m'avait mis, et lui, il redisait que moi je prenais pas en considération que quand même il crachait du sang, qu'il vomissait du sang, qu'il était très malade, et il m'envoyait des photos, et à un moment, moi je suis parti chercher sur Google, et en fait j'ai vu la même photo qu'il m'a envoyée, et du coup moi je lui dis mais là tu mens parce que j'ai trouvé la photo sur Google. Après là il m'a fait tout un scandale. Oui, tu me fais pas confiance, là je suis en train de mourir et toi tu me parles de ça. Et vous pensez que c'était une maladie imaginaire? Non, au début j'y croyais. D'accord. Au début j'y croyais parce que j'avais énormément d'empathie pour lui. Parce que j'ai carrément même... Je me suis oublié en fait avec cette personne-là. J'ai oublié tout... tout mon état physique en fait. Avec du recul aujourd'hui, c'était une maladie imaginaire ou il était vraiment malade à ce moment-là? C'était il y a 2 ans. Il lui restait que 2 mois à vivre. Là ça fait 2 ans qu'il est toujours en vie. D'accord. Là bien sûr que c'était une maladie imaginaire. Et quelle a été la nature de vos échanges suite à cette prestation? Le fait qu'il parte avec votre commission, qu'il se fasse passer pour quelqu'un de malade, etc. Moi, quand je réclamais mon dû, donc il me disait que je faisais attention qu'à ça, alors que je faisais pas attention à sa maladie et à sa personne. Donc il me faisait culpabiliser par rapport à ça.
Et on avait une relation hyper conflictuelle, mais il arrivait à manipuler dans le sens où il mettait beaucoup la maladie, ses enfants, tout ça en, En en avant. avant, qui fait que moi je culpabilise après derrière, donc il essaie d'avoir mon empathie par tous les moyens. D'accord. Et sachant que moi j'étais déjà fragile, et de toute façon je savais même pas où j'étais. J'avais des absences, moi, euh, quand j'ai rencontré cette personne-là, je commençais à faire des absences. Je n'étais pas dans mon état psychologique normal. D'accord. J'étais complètement perdu. Et ça a duré combien de temps? Le tout, c'était 7 mois. D'accord, 7 Sept mois. mois d'enfer entre le premier soir et ensuite après l'interpellation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour en arriver jusqu'à une interpellation? Ben, il s'est passé que comme on avait une relation conflictuelle, donc lui, il a réussi à avoir mon avortement, donc lui, il était malade, etc. Moi, comme je vous disais, j'essaie de réclamer mon dû. Euh, Lui, je pense qu'il voulait pas le donner. Et à un moment donné, je pense qu'il s'est dit que qu'à un moment, ça allait s'ébruiter. Donc, toujours avec le même ami, ils sont venus quand même me solliciter à plusieurs reprises pour me faire des propositions De quel ordre? financières, des propositions financières, des propositions matérielles. Pourquoi? Pour acheter votre silence sur ce qui s'était passé? Alors moi, c'est ce que j'en avais l'impression. D'accord, Mais d'après le monsieur, c'était pas pour acheter mon monsieur, c'était pour m'aider. d'accord. Voilà, apparemment, c'était pour m'aider, pour me donner un coup de main. Mais, moi, j'ai rien accepté de toute façon de ce qu'ils avaient proposé. Euh, Moi, entre-temps, j'avais vu un psychothérapeute. Et cette personne-là avait tellement d'emprise sur moi que j'ai dit, il faut que je m'éloigne en fait de cette personne. On n'habite pas très très loin. C'est quelqu'un qui vient beaucoup en plus dans cette ville. Et du coup, je me dis, il faut que je m'éloigne de cette personne parce que même quand on mettait un terme, quand je mettais un terme, il revenait lui à la charge avec je suis malade, je vais mourir, tu comprends pas. En fait, il s'expliquait, il se justifiait que lui-même, il n'était pas dans son état et qu'à cause des médicaments de la chimio, lui-même, il savait pas ce qu'il faisait. D'accord. Voilà. D'ailleurs, même pour le premier soir, c'est ce qu'il disait. Il disait que à ce moment-là, il savait pas qu'il était malade, que ça devait pas se passer, mais que ça s'est passé. Mais, euh, mais que d'ailleurs, il y a beaucoup de messages où il demande pardon. Donc, il sait ce qui s'est passé. Sinon, il D'accord. ne demanderait pas autant pardon. Mhm. Et, euh, et de là, donc toujours avec le même ami, donc ils sont venus faire des propositions financières, matérielles, etc. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, euh, c'est quelqu'un qui a énormément de réseaux, qui a le bras long. Moi, il commence à me faire peur parce qu'il commence à faire des menaces. Quel type de menace? Bah, moi, il me disait que les gens qui ont essayé de lui nuire, et d'ailleurs c'est marqué sur une preuve, que les gens qui essayaient de lui nuire ne faisaient plus partie de ce monde-là pour en témoigner. Et moi, il me disait que je suis toute seule, Sous-entendu, ceux qui ont essayé. qu'ils sont plus là. D'accord. Voilà. Ils sont morts. Soit mort, soit en prison. D'accord. J'ai- Sur le moment, j'ai pas trop relevé, mais ça me faisait quand même peur. D'accord. Parce que il me disait beaucoup que je suis toute seule, que j'ai ma fille, etc. Et que il y aura sûrement une camionnette blanche qui va venir nous kidnapper, nous faire du mal, nous faire du tort, et que j'ai pas assez de poids pour lui tenir tête, que ce soit lui ou à son équipe. Et d'ailleurs, ça s'est avéré sur un soir où il m'avait donné rendez-vous pour justement, il m'avait fait croire qu'on allait discuter sur ce fameux éloignement que moi je voulais faire, euh, donc sur un autre continent, et notamment voir comment il pouvait me rendre mon argent. Et en fait, ce jour-là, il y avait que 5 personnes. Avec lui, ça faisait 6. Contre moi, c'était un guet-apens en fait. D'accord. Voilà. Donc il vous a donné un rendez-vous Voilà. en prétendant qu'il allait discuter avec vous, Voilà. savoir voilà, de quelle manière on peut s'éloigner définitivement et de Voilà. quelle manière tu peux partir. Mhm. Mais à l'heure et à l'endroit du rendez-vous, vous attendez des personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? J'ai eu une personne qui a cassé ma voiture, qui est venue directement m'agresser dans ma voiture. Ensuite, de là s'en suivit la colère. Moi, j'ai voulu tout aller dénoncer, donc à son cursus familial. Et là, donc, il s'est passé la bagarre. Il m'a frappé. Lui Voilà. vous a frappé? Oui, lui m'a donné une claque. Il m'a poussé sur la porte. Je suis tombé. Il m'a tenu, voilà, il m'a tenu très très fort dans le bras pour D'accord. m'éloigner. Justement, c'est comme ça que je suis tombé, etc. Pour ne pas justement Allez dévoiler la Voilà. vérité à sa famille. C'est ça. Et de là, il appelle donc 4 personnes. Moi, je pensais que c'était des gardes du corps, mais c'est des amis à lui qui sont assez proches.
Et de là, les 4 personnes qui étaient venues, il me dit, bah, tu vois, là, eux, ils sont chargés. Il y a 2 personnes en scooter et 2 voitures qui sont mis à chaque coin de la rue entre 2 feux rouges. Tout ça. Je dis, bon, D'accord. moi, bien évidemment, je suis toute seule. Mhm. Je n'avais personne avec moi. Comment ça s'est terminé ce jour-là? Bah, un de ses amis est venu me voir et m'a dissuadé donc d'aller dévoiler ça à sa famille, etc., d'en faire le bruit, etc. Il m'a aussi dissuadé de porter plainte, parce qu'il m'a dit que c'était pas, qu'on n'était pas de ce monde-là, qu'il fallait peut-être pas mêler la justice, que ça servait à rien, c'était quelque chose qui pouvait se régler en amont, etc., qu'il voulait peut-être pas en arriver jusque-là. D'accord. Et donc j'ai pas porté plainte ce jour-là, chose que je regrette. Et de là, en fait, c'est cette personne-là qui est rentrée en contact après, qui a continué à faire des incitations, on va dire. Voilà. Donc moi, j'ai pas porté plainte. Il y avait une fille, donc celle qui a cassé ma voiture, donc euh, pareil, j'ai pas porté plainte contre elle, mais elle a bien m'a agressé. Donc pareil, elle parlait de l'IVG, on m'a insulté. Donc Donc elle était au courant de l'IVG que a vous aviez priori, oui, j'étais pratiqué, étonné, oui. Oui, sachant qu'à la base, il vous avait demandé d'en parler à personne. oui, D'accord. oui, c'est vrai. Et moi, j'étais étonné parce qu'elle savait tout. Et la chose qu'elle savait pas, c'était le cancer. D'accord. Et du coup, moi, je lui disais, oui, mais il va mourir, tout ça. Et, elle rigolait, elle me disait, non, mais de quoi elle parle? D'accord. Et devant lui. Sauf que lui dit, oui, oui, en fait, il faut que je te dise. Il continuait en plus dans son mensonge, mais comme ils étaient proches, je pense qu'après, il a dû lui dire, un peu comme ce qui s'est révélé dans les auditions, que c'était pour m'éloigner. Mais en soi, je me dis, si vous voulez m'éloigner, pourquoi avoir cherché mon empathie Mhm. sur cette maladie? Donc oui, elle était au courant de tout, parce qu'elle a insulté le bébé d'embryon, etc. Il faut savoir que entre ce moment-là et l'avortement, il s'est passé 2 mois. Donc D'accord. moi, Donc j'étais c'était encore encore très fragile. frais. Ouais, Ouais, bien très sûr. frais, très fragile. Et, du coup, bah, ce soir-là, moi, j'ai pas porté plainte. Il faut savoir qu'après, 10 jours après, c'est lui qui a été porté plainte. Juste 10 jours D'accord. après. Donc Contre vous? oui. Pour quel motif? Alors au début, c'était pour violence conjugale. Le premier motif, c'était ça. La première garde à vue, c'était violence conjugale. Et ensuite, ils ont changé l'intitulé en tentative de chantage et harcèlement. D'accord. Et ensuite, ils ont rechangé l'intitulé en chantage et harcèlement. D'accord. Voilà. Donc de violence conjugale, sachant que vous n'étiez pas en couple, Non, pas marié, pas non, conjoint, ni rien du tout. non, rien. Donc après, on bascule sur tentative de chantage et harcèlement, Mhm, et après sur chantage et harcèlement. mhm. Harcèlement par rapport à des messages que vous vous envoyez l'un et l'autre, ou par rapport à quoi d'autre? Oui. D'accord. Après, il faut savoir qu'on a 15 800 échanges et moi, je comptabilisais pas ça de l'harcèlement puisque déjà, c'est lui qui a relancé les messages. Mhm. Il faut savoir, même quand je le bloquais, chose que j'en ai la preuve, il appelait que le téléphone soit de ses enfants, soit sur des puces prépayées ou de son ami. D'accord. Voilà. Et Donc c'était des échanges que vous aviez, c'est pas vous qui le harceliez non. d'une centaine de messages sans qu'il ne vous réponde. C'est-à-dire il y avait une communication à double sens Oui. entre lui et vous. Mhm. On a pu voir certaines teneurs des échanges, c'est pas forcément toujours très délicat. Il peut y avoir des emportements, mais au vu de la situation que vous avez traversée, ça peut être aussi des circonstances atténuantes et assez compréhensibles. Mais on va dire c'était des échanges de part et d'autre avec, on va dire, des reproches assez insistants et des invectives de part et d'autre. C'est ça. Concernant le chantage, ce qui a été retenu, parce qu'après on va arriver aux procédures judiciaires, etc., c'est le fait que lui vous ait fait des propositions. Mhm. La justice a cru que en fait, vous tentiez de lui extorquer de l'argent Mhm. pour garder, entre guillemets, le silence sur des faits qui pourraient potentiellement lui nuire. Oui. D'accord? Donc, entre guillemets, vous le faisiez chanter Mhm. pour lui extorquer de l'argent, Mhm. sachant qu'en plus de ça, il y a des messages sur lesquels vous dites bien, mais ton argent, j'en veux même pas, en fait. Mhm. Et que vous n'avez jamais accepté quelconque somme d'argent de sa part. Non. D'accord. Jamais accepté. D'ailleurs, c'est lui qui me doit énormément. Et c'est vrai, là où j'ai pas compris la justice, c'est déjà à partir du moment pour faire chanter quelqu'un, c'est déjà qu'il y a un effet grave qui s'est passé. Parce qu'on peut pas faire chanter tout le monde. Si je pars dans leur déduction, c'est faire chanter quelqu'un, ça veut dire que la personne a fait quelque chose d'irréversible. Qu'elle a un dossier. Qu'elle a un dossier, entre voilà, comme guillemets. on dit. Sinon, on peut pas faire chanter n'importe qui. Donc, il y a ça. Et en plus, là où je comprenais pas aussi la justice, c'est-à-dire m'assimiler au silence alors qu'ils avaient tous les faits, les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la relation, les gardes à vue, l'avortement, être résigné au silence, c'est une triple peine. C'est-à-dire, malgré tout ce que j'ai subi, il fallait
faut garder ce silence-là, faut pas nuire à cette personne-là. Alors, Donc c'est pas dénoncer. comment vous en êtes arrivé à vous retrouver placé en garde à vue? Ouais, c'est ses amis. C'est les amis, puisque là où, après cette agression-là, donc du 12 mars, donc il y a eu plein de conflits, donc pareil, des échanges assez conflictuels, etc. Encore de la citation, tout ça. Donc là, il a fait une proposition de 10 000 euros qu'un ami devait aller récupérer. Moi, je n'ai pas envoyé l'ami parce qu'on n'a rien récupéré du tout. Et ensuite, moi, je lui dis, je vais partir, je vais changer de continent, je vais partir très très loin, je vais partir dans tel pays, etc. Donc il était d'accord. Il me dit, oui, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Je vais prendre en charge l'hébergement et je vais prendre en charge même ta location de voiture. Fais-moi un devis. C'est une proposition de sa part. Oui. D'accord. Lui, il avait proposé un des pays, mais moi, j'ai refusé le pays parce qu'il avait beaucoup aussi De connexion là-bas. voilà, et ça pouvait être dangereux aussi pour moi. Donc moi, j'ai choisi un autre pays. Et du coup, il m'a dit, fais-moi le devis, etc. Donc j'ai fait le devis pour la voiture. Il m'a dit, c'est bon, ça me va, je te prends 6 mois en charge, etc. Je dis, ok, très bien. Sachant qu'il ne m'avait pas rendu mon argent, donc même dans ce qu'il devait prendre en charge, ça comptabilisait mon argent qui était dedans. Et, euh, et de là, euh, en fait, ce qui s'est passé, j'ai perdu le fil. Ce qui s'est C'était la passé, proposition de partir dans un pays voilà, étranger, de vous prendre en charge le loyer, la location, etc. voilà. Et de là, justement, voilà, pour revenir à l'interpellation, c'était ça. Donc, il me donne rendez-vous encore, toujours en bas de chez lui, hein, toujours. Et là, je m'étais mis à côté d'une station essence. Et donc, j'attendais. Donc là, ce jour-là, il m'avait appelé, il me disait voilà, qu'il visitait l'école de son fils, etc. Alors qu'en fait, lui, il était au commissariat, en train de faire ses plaintes. Et moi, il me disait non, mais t'inquiète pas, je te rappelle juste après la visite de l'école, faut qu'on se voit, faut qu'on se parle. Je dis d'accord, bon, bah, fait, ok, y a pas de souci, on va en parler. Et ensuite, il m'appelle à 18h, sachant que lui jouait à... Voilà. Ce soir-là, il avait une prestation. Et, euh, et du coup, donc c'était pas très très loin. Et je vais... donc il m'appelle, je réponds pas. Je le rappelle derrière, il répond pas. Et après, il m'envoie un message en me disant, bon, je fais ma prestation, on se retrouve donc en bas de la maison. Donc là, je m'installe à côté de la station, comme je disais, et j'attendais. Et en fait, j'attendais, et là, il devait être 23h30, quelque chose comme ça, et là, j'ai une voiture banalisée, euh, vraiment banalisée, toute fracassée en plus, qui arrive à la hauteur de ma voiture. Il y a un homme qui sort, trois hommes qui sortent. Il y en a un qui me sort de la voiture, qui me plaque contre le capot, me note et tout. J'ai pas compris, moi, sur le moment, vu qu'il n'y avait pas marqué police, ni brassard, ni rien, Vous j'ai pas compris ce vous qu'il me... imaginiez pas que ce Ah non, soit des forces de police. non. Vous avez pensé peut-être à un kidnapping au Ah vu oui, des une menaces que agression. vous avez. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai une agression, un kidnapping par rapport à ce que... En plus, en bas pas très Mhm. loin de chez lui, du coup. Je me suis dit, ah oui, il est en train de m'arriver quelque chose de grave. Et de là, ils m'emmènent donc dans leur voiture. Et de là, on roule Mais ils jusqu'au vous disent qu'ils commissariat. sont quand même des policiers qui vous emmènent au poste de Ça, ils me le police. disent une fois que je suis dans leur voiture. D'accord, mais pas avant en fait. Ils Non, pas décrivent pas avant. leur identité, Ah non. pourquoi ils vous interpellent, rien du tout. Non, ils m'ont même pas demandé mon identité à moi. D'accord. Ça veut dire, moi, je vois à la télé, non, ils disent, madame, vous êtes en état d'arrestation, un tel, etc. Là, non, 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 ils m'ont sorti de la voiture, plaqué sur le capot. J'ai même pas eu le temps de fermer la voiture ou de prendre mes effets personnels. Et D'accord. j'ai dit, il faut fermer la voiture quand même. Et là, l'un des messieurs donc avait pris la clé, il a fermé la voiture. Et après, il a mis la clé dans ma poche. Moi, j'étais menotté. Et c'est vraiment quand on était dans la voiture qu'il m'a dit, bah là, voilà, vous allez aller au commissariat. D'accord. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, là, vous êtes en arrestation. Et c'est de là où je suis arrivé devant l'OPJ qui me disait, vous êtes donc en état d'arrestation Donc pour l'OPJ, violence. l'officier de police judiciaire. Voilà, qui me dit, pour violence conjugale sur ex-conjoint. Moi, j'ai pas compris. D'accord. Je lui ai dit, mais ex-conjoint, comment... J'avais pas compris ex-conjoint. Et de là, en fait, ils m'ont mis en cellule. Et après, il y a eu, 1 heure après, il y a eu audition. Et là, pareil, on m'a pas décliné mes droits. On m'a dit, il t'a chargé, alors charge-le. D'accord. J'ai dit, ah ouais, ok. Faut savoir que moi, j'ai jamais mis les pieds dans un commissariat, jamais été en garde à vue. Je savais pas comment ça se passait.
Donc je me suis dit, ça doit se passer comme ça. Donc voilà, il m'a dit, t'as chargé, charge-le. J'ai dit, bah qui ça Grosso modo, Voilà. cette personne avec qui vous avez cette relation qu'on pourrait qualifier de toxique vous a chargé dans ses dépositions. Voilà. Donc en gros, comme là vous êtes auditionné, chargez-le à votre tour. Voilà. D'accord. En gros, c'est exactement ça. Et là, il commence à m'expliquer un petit peu. Il me dit, voilà, là, tu vas prendre, parce qu'il me tutoyait, tu vas prendre 7 ans. Je dis, mais pourquoi expliquez-moi, je comprends pas. Et il me dit, ah non, non, c'est très grave. Donc, ils m'ont déjà comme mis dans la peur, dans cette frustration. Moi, il a commencé à me dire, bon, et là, il y a chantage, extorsion, etc. C'était des grands mots pour moi. Je dis, mais moi, suite à ça, j'ai dit, bah, tenez mon téléphone. C'est moi qui ai proposé mon téléphone. Je dis, bah, tenez, lisez les messages. Et puis, donc moi, je pensais, voilà, je pensais avoir affaire à de vrais enquêteurs, de vrais agents, et qu'ils allaient déduire de ce qu'ils allaient lire. Mais pas du tout. Ils m'ont remis en cellule, je suis resté 3 jours. Et voilà. 3 jours de garde à vue. Voilà, c'est ça. 3 jours de garde à vue. Après, ils m'ont proposé un avocat. Au début, j'avais dit non. Après, j'ai dit oui. Parce que là, il m'a dit, ça va être 7 ans, donc vaut mieux prendre. J'ai dit ok. Donc la personne, elle est venue, elle m'a assisté une première fois. La deuxième fois, elle pouvait pas. Donc du coup, je suis encore resté un peu plus longtemps parce que j'aurais pu sortir plus tôt. Mais comme elle pouvait pas venir, donc ils m'ont auditionné tout. Je faisais à peu près 5 heures d'audition par jour. Wow. Ouais. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Donc grosso modo 15 heures d'audition. Ouais. Et en plus, toujours pour répéter la même chose. D'accord. Et ils espéraient peut-être vous faire changer de version, vous fatiguer, ou peut-être dire des choses qui n'étaient pas vraies, parce que moi je suis resté sur ma position. En plus, ils avaient le téléphone. Donc j'allais pas dire, j'allais pas inventer. Ce qu'il n'y avait pas lieu d'inventer. Exactement. Et du coup, quand je suis sorti, donc là, il m'a dit sors vite avant qu'on change d'avis. Donc il m'a fait signer vraiment la va-vite sur le comptoir de l'accueil. Je sais pas ce que j'ai signé. Franchement, ça, j'ai même pas lu. J'ai signé, je suis parti. Voilà. Et de là, moi, j'ai dit... Excusez-moi, juste petit aparté, pour les téléspectateurs, chose à ne jamais faire. Oui. Surtout lorsque vous êtes dans un commissariat, ou peut-être que c'est une déposition ou un témoignage qu'ils vous font signer, il faut toujours bien relire le contenu du document, voir s'il n'y a pas des éléments avec lesquels vous ne seriez pas forcément en accord et que vous voudriez contester. Donc toujours bien relire les procès-verbaux qu'on vous fait signer avant de quitter un commissariat ou même lorsque vous êtes dans un commissariat. Il vaut mieux. Ça, c'est un bon conseil, il vaut mieux. Mais c'est vrai que moi, je n'avais pas lu. Et sachant qu'en plus, ils avaient gardé mon téléphone. Donc moi, l'agent, il m'avait dit que j'allais le récupérer donc, à 23h le jour de ma sortie. Et en fait, ils l'ont gardé 1 mois. D'accord. Il a fallu que j'investisse sur un autre téléphone. C'est moi qui j'ai pris l'initiative d'acheter donc un téléphone, d'appeler le commissariat de bonne foi, de leur dire voici mon nouveau numéro de téléphone où je serai joignable, puisque quand je suis sorti, ils n'avaient pas d'appréciation, donc je ne savais pas dans quel statut j'étais, libre, pas libre, je ne sais pas. Je ne savais pas. Et de là, 1 mois après, au mois d'avril, ils me recontactent. Enfin, c'est moi qui recontacte en plus le commissaire pour avoir l'appréciation. Et là, ils me disent vous allez être réauditionné. Toujours sur les mêmes faits, la même plainte. Voilà. Il m'a dit ça va pas durer longtemps et comme ça on vous rendra votre téléphone. J'ai dit d'accord. Et du coup, elle me demande de venir à 9h. Donc moi entre-temps j'avais pris un avocat. J'ai dit là ça me paraît bizarre parce que s'il me demande de venir à 9h, c'est que forcément ça va être sous... Et là ils me disent l'avocat n'était pas au courant. Il m'a dit rappelez-les pour voir. Donc là, moi, je rappelle que ça. Je dis madame, est-ce que ça sera en garde à vue ou elle m'a dit oui, probablement. D'accord. Voilà, j'étais fatigué. Là, je me suis dit là, ça fait un peu trop pour récupérer un téléphone, regarde à vue. Et effectivement, je suis resté en garde à vue j'ai dit moi, je viendrai pas à 9h, je vais venir à 10h. J'essaie de gratter une petite heure, mais en fait, de 10h, ils m'ont fait sortir à 21h. D'accord. Voilà. Et là, pareil, encore 11 heures de garde à vue. 11 heures de garde à vue et encore 5 heures d'audition. D'accord. Donc là, il y avait l'avocat qui était là. Donc 5 heures pour redire la même chose. On ressort de là-bas, toujours pas d'appréciation, on ne sait pas. Je récupère mon téléphone. J'ai encore signé des papiers. Donc là, j'ai pris le temps de lire, mais parce que j'avais vu perquisition, etc. Donc je comprenais pas, mais il m'a dit ça, c'est normal. On met ça pour le matériel. Ça, je dis bon, ok. D'accord. Voilà. Et de là, je sors. Et pareil... Donc j'attends les appréciations du procureur, rien, jusqu'au mois d'août, où je suis encore reconvoqué. Voilà. Toujours au même commissariat ? Toujours au même commissariat. Et de là, en fait, je refais 3 jours. De garde à vue ? De garde à vue, ouais.
Donc en tout, c'est pratiquement 7 jours. Voilà. Sauf qu'en plus, ce soir, à la fin du troisième jour, je repars au dépôt. D'accord, vous avez été déféré, vous êtes passé devant Voilà, le procureur. exactement. Donc j'ai dormi une nuit au dépôt et le lendemain, j'ai vu le procureur. Et après, le juge Après, j'ai vu de, le juge des des libertés. libertés, de la détention, Voilà. Voilà, qui m'a mis énormément d'obligations avec un contrôle judiciaire. vous a placé sous contrôle judiciaire. Voilà. Et mon avocat m'a vendu ça comme une thérapie, parce que je comprenais pas. D'accord. L'avocat était là, hein, donc C'était quoi le contrôle judiciaire? Un suivi psychologique oui, plus un pointage au commissariat, mais ça j'ai dit à mon avocat faut l'enlever parce que D'accord. c'était Donc pas le procureur nécessaire. avait requis un pointage au commissariat, mais le JLD, enfin le juge des libertés et de la détention, ne l'a pas validé. Mon avocat demandait à ce qu'il ne le soit pas D'accord, validé. ok. Voilà. Donc oui, suivi Interdi- psychiatrique. Suivi psychiatrique, Voilà. interdiction de rentrer en contact avec la Oui, personne. D'accord. voilà, c'est ça. En attente du jugement. C'est ça. D'accord. Donc tout de suite contrôle judiciaire et audience 6 mois après. D'accord. Donc 6 mois de contrôle judiciaire et audience 6 mois après. Enfin, 6 mois après. Entre-temps, vous avez déposé plainte, vous avez contesté, vous avez fait quoi? Non, j'ai eu les avocats, je leur ai dit si c'était possible de faire une plainte pour calomnie. Ils m'ont dit Dénonciation non. calomnieuse. Voilà, dénonciation calomnieuse. Ils m'ont dit non, c'était pas nécessaire. Parce que moi j'avais relevé tous les manquements de ces auditions, etc. Parce que c'était pas vrai. D'accord. Donc l'avocat m'a dit non, ça c'est pas la peine. Faut qu'on attende l'appréciation du procureur pour après dire si c'était calomnie ou pas. D'accord. Voilà. Et moi j'ai juste porté plainte. Parce que pour moi, il m'avait libéré la parole vu qu'il m'avait mis sous pression et sous menace que je ne devais pas ébruiter l'affaire. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, vu que là, c'est public, donc moi aussi, j'ai le droit d'aller porter plainte. Mhm. Et du coup, la plainte que j'ai faite pour dénoncer tout ce qui s'était passé, ça a été comptabilisé comme une vengeance, donc classé sans suite. D'accord. Voilà. Alors que si vous aviez déposé plainte le jour même des faits, Exactement. les choses auraient été différentes. C'est pour Mm. ça qu'en général, lorsqu'on est victime de faits potentiellement constitutifs d'infraction, de délit ou de crime, il ne faut pas hésiter et aller signaler les faits aux autorités judiciaires assez rapidement pour éviter ce genre de situation. Ah oui. Donc après, vous êtes passé donc en jugement. Oui. Comment s'est déroulée cette audience, la préparation, le déroulé des faits? Sur l'audience, nous on était étonnés parce que moi je suis resté, donc c'était sur une salle publique, donc l'avocat de monsieur avait demandé à ce que ça soit en huis clos, le juge avait renoncé, pas accepté. Donc arrivé à mon tour, il faut savoir que l'audience me concernant, elle a duré 3 heures. Sachant que mon avocat m'avait dit que normalement c'est entre 20 et 25 minutes, 30 minutes maximum. Voilà. Là, ça a duré 3 heures et à aucun moment on n'a parlé de ce qui s'était passé. On n'a parlé que de l'éventualité enfin, que des problèmes de ce monsieur-là, pourquoi fallait pas lui nuire. Voilà, en 3 heures sur ça et c'est sa maîtresse pour le coup. Ça revenait beaucoup et sur mes posts Instagram. Quel post Instagram? C'était des posts où j'avais mis Johnny Depp, voilà le procès où il y avait à l'époque Johnny Depp, ou la claque que Will Smith avait pris. Moi je mettais toujours que la vérité finira par éclater. Mais j'ai jamais mentionné cette personne ou mentionné réellement qui il était, etc. Mais je mettais toujours la vérité finira par arriver. Voilà. Et ça a été comptabilisé comme preuve. Preuve de quoi? Apparemment D'harcèlement. Oui. D'accord. Donc moi, le juge, j'ai montré des photos de Johnny Depp, de Will Smith, devant une salle comble. J'ai dit oui, mais il est où le rapport avec monsieur? J'ai le droit de... Si moi, ça m'extériorisait de poster sur mes réseaux que la vérité finira par éclater, je veux dire, c'est pas Parce qu'à partir du moment où vous ne nommez personne, que Voilà. vous n'invectivez personne ou quoi que C'est ce ça. soit, d'accord. Voilà. Et après, dans les dossiers, j'ai trouvé qu'il y a eu des constitutions aussi de preuves sur des posts où ils ont pris mon logo, ils se sont postés des choses. Et ça a été dans mon dossier aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, mes profils étaient publics. D'accord. Donc après, c'est donné à tout le monde d'aller prendre le logo, Mhm. de s'envoyer des messages sous cet logo-là D'accord. et de les imprimer et dire voilà, elle a posté ça. Donc ils ont fait défaut. Oui. Ouais, parce qu'il y a des messages que moi, je ne reconnais pas. D'accord. Voilà, que je ne reconnais pas. Autant il y a des messages que, oui, comme Brad Pitt, tout ça, je l'ai assumé, Will Smith, etc. Donc l'usage de faux en vue de tromper la religion du tribunal, c'est-à-dire l'escroquerie au jugement pour pouvoir vous faire condamner sur des preuves qui, à la base, n'existent pas, mais qu'ils auraient eux-mêmes fabriquées. Ah oui. D'accord. Le dossier n'était pas très solide parce que, mis à part les posts Instagram qui comptabilisent, on va dire, leur harcèlement, ils n'avaient rien.
D'accord. Ils ont rien. Et comment vous vous êtes défendu le jour de l'audience avec vos avocats? Alors, j'ai essayé de me défendre, moi, pendant 3 heures. Mhm. Mon avocat plaidait 5 minutes, entre 2 et 5 minutes. D'accord. Il n'a pas été à l'essentiel pour plaider, en fait, tous les... Alors, vous nous disiez que l'avocat que vous aviez mandaté pour vous représenter n'était pas présent, il s'était fait substituer par une personne Exactement. que vous ne connaissiez pas forcément, Mm. qui ne connaissait pas forcément très bien le dossier non plus. Non. Et vous estimez en tout cas avoir été très mal défendu de la part de ce cabinet d'avocats. J'ai même pas été défendu parce que cet avocat-là, mon propre avocat que j'ai mandaté, en qui j'avais confiance, donc qui n'est pas venu comme vous dites, m'a envoyé donc son substitut qui avait pris des notes 1 heure avant dans le tribunal lui-même, qui était accompagné d'une autre substitut qui connaissait très très bien le dossier, mais qui elle n'a pas plaidé. Et surtout que mon propre avocat demandait ma condamnation indirectement. Alors c'est vrai on a pu regarder un petit peu les éléments de défense, les conclusions. Ils ont demandé une relaxe partielle. Donc qui dit partielle dit reconnaissance de culpabilité sur certains éléments et notamment le harcèlement moral. J'ai pu m'entretenir avec le cabinet qui justifie cela par le fait qu'il y a une période pendant laquelle vous envoyez des messages à ce monsieur sans qu'il vous réponde de manière insistante et que pour cette période-là, entre guillemets, il n'aurait pas été judicieux, selon eux, de plaider une relaxe. Sachant que, pour accompagner quand même pas mal de procédures, en général, on demande toujours, ou pratiquement toujours à titre principal, une relaxe, et à titre subsidiaire, une relaxe partielle. Mais vraiment, en général, quand on défend des clients, surtout que là, il y avait des éléments qui auraient pu permettre de demander une relaxe totale. C'est vrai que quand il y a une matérialité des faits qui ne fait aucun doute, ça peut se comprendre. Ça peut être quelque chose de pratiqué, de praticable chez les professionnels du droit que sont les avocats. Néanmoins, dans votre dossier, on voit bien qu'il y avait un mode de communication qui était celui qu'il était entre vous et cette personne, à double sens, avec des invectives, parfois même des insultes, il faut le reconnaître, mais c'était à double sens. Par contre, ce que vous nous disiez aussi, c'est que l'erreur que vous avez faite, c'est de laisser beaucoup de messages écrits, là où lui vous appelait pour éviter de laisser une traçabilité écrite. Tout à fait. Ce qui a joué en votre défaveur, Exactement. parce qu'il vous disait des choses bien plus horribles Exactement. à l'oral que ce que vous étiez capable d'écrire, mais vous, étant donné que c'était des conversations téléphoniques qui n'étaient pas enregistrées, vous n'avez pas pu forcément apporter la matérialité du préjudice que lui vous aviez fait subir, et donc les juges ont estimé, et en s'appuyant aussi sur la défense entre guillemets de vos avocats, qu'il y avait eu donc un harcèlement pendant une période déterminée, c'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord. Sachant que lui m'appelait beaucoup en visio. Donc comme il est coutumier des faits, je pense qu'il sait comment s'y faire, sauf que moi je veux dire, mais sauf que moi j'étais à des années-lumière en fait d'avoir imaginé ce qui m'est arrivé derrière. Surtout que justement il n'en faisait pas allusion. Lui il me disait moi je cherche pas des problèmes, quand il y a des problèmes je m'isole, je prends la fuite. Il était vraiment hors de question à ce que ça prenne de telle ampleur, puisque moi-même, il m'a dissuadé de ne pas aller sur le terrain de la justice. Chose que je voulais faire déjà dès le début. D'accord. Donc moi, je ne m'attendais pas... Et certains de ses amis vous ont dit, lui, il n'a pas déposé plainte, donc ne dépose pas plainte. Oui, surtout qu'il était à sa 3e plainte quand ses amis m'influençaient à retirer ma plainte. D'accord. Il était déjà à sa 3e plainte parce qu'il en a fait 5. Pour D'accord. bien... Donc Et 5 plaintes contre vous. Voilà. Quand il y a un premier mensonge, on essaie de l'alimenter avec un deuxième, un troisième, un quatrième, puis là c'est un 5e. D'accord. Et en fait, moi j'avais ces amis-là qui me disaient, il a fait le premier pas, il a retiré sa plainte, donc retire ta plainte, ça sert à rien. Donc dès le début, en fait, on me dissuadait de ne pas aller voir la police et de ne pas aller sur le terrain de la justice et de la police parce que c'était quelqu'un qui était connu, qui a de la notoriété, qui forcément a plus de moyens que moi je n'en aurais, plus de réseaux que moi je n'en aurais, et plus d'influence. Donc plus de possibilités pour lui de gagner en justice. C'est ça. D'accord. Donc cette condamnation uniquement pour harcèlement ou sur le chantage, c'était retenu aussi? Je n'ai pas compris le jugement du juge puisque j'ai été relaxé pour un laps de temps et condamné pour un laps de temps, mais il me semble que c'est que sur les harcèlements. Alors il faut savoir que vous avez quand même fait appel de la décision, donc l'appel est suspensif, donc vous n'avez pas été encore condamné de manière définitive. Pour l'instant, il y a toujours la présomption d'innocence
à votre endroit, sachant que cette procédure-là, je pense que vous serez beaucoup mieux accompagné, beaucoup mieux défendu pour la procédure d'appel, en espérant que les magistrats auront le discernement nécessaire pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé, même des éléments contextuels qui viennent apporter aussi un éclairage sur la nature de la relation que vous avez pu avoir avec cette personne. Donc ça, c'est le premier volet judiciaire, c'est-à-dire cette plainte pour laquelle vous avez été condamné partiellement en première instance, pour laquelle vous avez fait appel. Vous êtes dans l'attente d'une audience de jugement en cours d'appel. À côté de ça, donc, vous disiez avoir déposé plusieurs plaintes contre cette personne et contre d'autres personnes aussi. Oui. Donc, il y en a une, si je ne me trompe pas, pour viol. Oui. D'accord. C'est par rapport à la première soirée. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu d'autres faits qui se sont passés par la suite ou c'est vraiment une plainte ciblée uniquement sur cette partie-là? Non, il y aura d'autres plaintes pour agression en bande organisée. D'accord. Il y aura aussi une autre plainte contre harcèlement, mais de la part justement des personnes proches de lui, parce que je ne peux pas nommer les noms, mais de son entourage, d'une personne de son entourage, qui a notamment fait beaucoup d'assistance pour que je puisse ne pas aller au commissariat, etc. Et qui a fait pas mal d'incitation au délit. Pour qu'après ça se retourne contre moi. Donc oui, il y aura trois plaintes normalement qui vont être redéposées, qui sont déposées en Sachant qu'il y en a encore une autre en cours pour un faux témoignage. Oui, tout à fait. D'une personne qui a produit une attestation sur l'honneur, dans laquelle il relate des faits mensongers qui ont servi à cette personne pour vous faire condamner dans la procédure pour harcèlement et chantage. Oui, cette personne-là elle a été influencée justement par l'autre personne. Donc je pense même qu'il y a eu une contribution même financière ou en tout cas d'intérêt pour pouvoir avoir ce témoignage-là parce qu'elle m'a enregistré à mon insu et ça a été plus dans la provocation pour que je puisse moi sortir ma colère et qu'ils puissent justement capter que juste ce qu'ils avaient besoin pour que ça me pose préjudice. Et sortir les éléments un peu de leur contexte, voilà. Utiliser uniquement une petite partie qui vous est aujourd'hui préjudiciable alors qu'il fallait reprendre les éléments dans leur intégralité. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, oui. Vous avez fait aussi un dépôt de plainte contre les forces de police? Oui. Enfin, contre les agents des forces de l'ordre qui vous ont interpellé? D'accord. Oui, pour arrestation arbitraire, parce que savoir que j'ai subi beaucoup de choses aussi au commissariat. Beaucoup d'insultes, de mépris, de rabaissement. Et, toutes ces choses-là sont très difficiles à prouver, à matérialiser. Vous en avez conscience de ça? Normalement, je me dis que dans les commissariats, il y a des caméras. Mais comme nous, on avait déjà sollicité les caméras, on avait demandé à la procureure justement pour qu'on puisse voir l'interpellation, comment elle a été faite. Mais ça n'a jamais donné... ça n'a jamais été donné suite. La procureure n'a jamais donné suite. Elle nous a jamais donné en fait la réquisition pour pouvoir extraire les images. Ça restait. On lui a envoyé le courrier recommandé. Mon avocat l'a fait, mais ça reste en suspens. Et moi, je me dis dans les commissariats, il y avait quand même des caméras et l'humiliation que j'ai pu subir là-bas par des agents de police. C'est des choses quand même qui sont traumatisantes. Et là, c'était traumatisme sur traumatisme sur traumatisme parce que autant au dépôt, j'étais bien, on va dire, bien accueilli, enfin dans le sens où j'étais bien traité, j'ai bien été traité, mais autant dans le commissariat où j'ai passé le maximum de temps, j'étais très très maltraité, que ce soit pour aller aux toilettes, voilà, j'ai subi des humiliations très graves en fait, où je devais, les agents rigolaient, m'insulter, puis je devais, excusez-moi du temps, faire mes besoins devant les policiers. Moi, ça c'est des choses qui me... Votre dignité n'a pas été respectée. Voilà, et ça... je veux dire, pour une personne qui... voilà, on peut pas, ça, je pourrais pas l'oublier. Même quand ils venaient, qui donnaient le petit déjeuner, etc., qui m'ont basculé sur la tête, comme des chiens, enfin, je veux dire... Ce sont des éléments très difficiles. Ah oui. Et qui restent... ça, bah oui, parce que si on prend toutes les... tous les éléments mis à bout. Voilà, c'est si on prend... Enfin, toute l'histoire depuis le début, en fait, ça a été traumatisme sur traumatisme. Et moi, je comprenais pas, en fait, ce qui se passait ou ce qui m'arrivait, mais jusqu'à l'humiliation, sachant que je n'ai jamais eu de casier judiciaire. Je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'une amende d'impayé ou en retard. Donc... Et tout vous est tombé dessus. Voilà, c'est ça. Très peu de temps, quoi. Moins d'une année, en fait. Tout vous est tombé dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et le traitement des policiers, vraiment, n'a pas... moi, ça m'a traumatisé. Ça a rajouté choc sur choc. Voilà. Vous vous attendiez plutôt à être soutenu, à être écouté en vue de la manifestation de la vérité, et non pas rabaissé, humilié tel que vous l'avez été. Voilà. Déjà, c'était l'humiliation, mais en plus, peu importe ce que je disais,
Ils prenaient pas en compte, parce qu'ils me traitaient de menteuse, que j'avais pioché le gros poisson, que j'avais beaucoup de subtilité, etc. Donc j'avais vraiment l'impression d'être... Comme si c'était vous la manipulatrice qui voilà. essayait de tirer profit et avantage de la situation, en fait. D'ailleurs, c'est ce que l'agent de police a dit. D'accord. Je me suis retrouvé dans un service qui était la BLPF, qui normalement ne me concernait pas du tout, parce qu'il traite normalement des trucs de famille, je n'avais rien à voir là-dedans. Mhm. Ensuite, ils ont mis comme quoi j'étais pas axé avec cette personne-là. D'accord. Alors vous Euh, n'avez jamais été paxé. non, il est jamais, comme je vous dis, il n'a jamais mis ne serait-ce que les pieds chez moi. Donc D'accord. voilà. Donc puis tout le monde a repris ce terme-là comme quoi on était sous forme, en couple, sous forme de paxage, etc. Et que oui, c'était moi la manipulatrice qui essayait d'extorquer les fonds à cette personne-là. Alors que moi, je me tuais à dire que si je voulais vraiment extorquer, j'aurais déjà, je l'aurais fait avec l'enfant, j'aurais fait autrement. Bien sûr. Et voilà. Comment vous vivez les choses actuellement au niveau psychologique? Très mal. Très mal pour moi. Pour moi, la- j'ai pas été reconnu en tant que victime dans tout ça. La justice n'a pas été droite. Pour moi, elle cautionne au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, être résigné au silence, c'est qu'elle cautionne en fait les agissements de ces personnes. C'est-à-dire, en plus qu'ils sont coutumés des faits, ça veut dire qu'ils sont toujours en liberté de pouvoir réitérer ça à d'autres personnes. Les choses qui s'est passées. Et pour moi, que ça, la justice qu'on a au jour d'aujourd'hui puisse cautionner ça, par moi, en fait, je le vis très très mal. Vous disiez avoir rencontré ou avoir été en contact avec des personnes qui ont vécu la Oui, même situation que vous? oui. Exactement à l'identique, vous pouvez nous en parler un peu À l'identique, oui, un petit peu différent, mais c'est toujours les mêmes procédés. Une personne, pareil, sur un des tournages, je dirais pas le lieu, mais en tout cas sur un des tournages où c'était pareil, elle avait un trou noir, un déni, puis au jour d'aujourd'hui, elle se dit carrément avoir le syndrome de Stockholm. Il faut savoir que cette personne-là est D'accord. très très forte pour manipuler et attirer l'empathie des gens. Une autre personne qui a vécu la même chose, voilà, mais qui a pris à hauteur de 4 à 5 000 euros, en tout cas pour le silence. Et aujourd'hui, elle est mariée, etc. Donc elle veut pas en entendre. D'accord. Ce sont des personnes qui ne veulent pas forcément se Non, manifester. voilà, se manifester. Et une autre personne qui est, elle, j'ai pu récolter son témoignage où ça s'est passé dans un pays où il y avait un festival sur le même procédé Trois personnes d'empathie. en plus de Voilà, vous. c'est ça. Et elle a testé, mais elle n'a pas porté plainte parce qu'effectivement, elle a accepté aussi un dédommagement. Protocole d'accord transactionnel, on va Voilà. dire. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des contacts avec cette personne? Comment ça se passe? Est-ce Non. que des contacts interposés Avec cette personne, non, mais j'ai toujours des harcèlements que ce soit sur une dégradation de mon véhicule, des intimidations des personnes voilà, qui sont des fois devant la cité, où j'avais eu carrément une agression avec un scooter, enfin, une personne qui était dans un scooter avec un casque noir, tout ça, et j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite, jusqu'à devant chez moi aussi. Donc j'ai toujours des harcèlements, des appels anonymes ou des appels des numéros que je connais pas, ou des messages en disant est-ce que ça va. Enfin, ils essayent de voir si je suis toujours en vie ou pas, ou si j'ai perdu pied, parce que je pense que son but à lui, c'était soit de m'envoyer en prison, soit en psychiatrie. vous avez reçu des menaces directes ou indirectes? Indirect, direct, j'en ai reçu direct, puisque je me suis fait agresser à 3 reprises Physiquement? physiquement en me disant retire ta plainte, tu feras pas le poids. D'accord. Vous avez subi des violences physiques, des coups, des... Non, plus D'accord. non, Verbales. verbal. Vous disiez aussi avoir retrouvé Mm. un objet sur votre porte. Oui. C'était quoi? Bah, c'était un petit schtroumpf avec des taches de sang, je crois, et un cure-dent dans le ventre. D'accord. Mm. Vous pensez que ça faisait référence directement à votre situation? Je pense qu'il est accroché à ma porte. D'accord. Mm. Vous vivez dans l'angoisse, dans la peur ou... Oui. Oui, parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pris une condamnation, c'est pareil, puisque je ne sors plus de chez moi. Pour moi, c'est comme si j'étais assigné à résidence. Je n'arrive plus à sortir de chez moi. Il a fallu que bah, j'ai peur de tout le monde. J'ai peur de la police qui me font peur, qui représentent pas en tout cas les victimes, puisque Certains agents, on va pas certains faire agents, oui, je ne veux l'amalgame, pas hein, faire bien une entendu. Il y en a qui représentent... généralité, mais en tout cas, moi, ils me font peur. Euh, Parce que sachant que j'essaie aussi de reporter plainte contre ces intimidations dans les commissariats qui sont à proximité, où ma plainte a été refusée, où j'étais menacé que si je revenais, j'allais mettre en garde à vue. Donc forcément, Au commissariat, on vous a oui, dit ça? oui. Pour Donc quelle raison on vous a dit ça? je sais pas. Parce qu'ils m'ont dit que je venais trop souvent, mais en fait, moi, j'essaie de porter plainte sur chaque fait que... Bien sûr, de signaler les faits Voilà, pour lesquels signaler vous les êtes faits. menacé ou...
Exactement. Et puis eux, ils m'ont dit que si je revenais, bah, c'est moi qu'ils allaient mettre en garde à vue. Donc là, je suis parti en courant. Donc oui, là, je peux plus vivre comme. De toute façon, il y a quelque chose qui a été brisé en moi. Voilà, Votre vie, elle a basculé non, vraiment. voilà, elle a basculé. Elle a été détruite mentalement, physiquement. Vous avez des répercussions physiques aujourd'hui. Oui, Est-ce que vous avez un peu de soutien? un petit peu. Et bah, grâce à l'association. L'association, oui, ça me soutient énormément. Parce que je peux me reposer aussi sur eux, etc. Mais sinon, d'autre part, non. Même les avocats, pas trop de soutien non plus. On est toujours dans cette recherche de personnes qui vont vouloir dévoiler la vérité. Vous avez dû changer d'avocat à plusieurs reprises. 5 fois. Pour quelle raison? Je la connais pas. À chaque fois qu'ils vont voir le dossier, ils font marche arrière. Ils se dessaisissent. Ils se dessaisissent, oui. D'accord. Voilà. Et là, ça fait 2 ans qu'on attend la vérité, quoi. Que la vérité éclate. On sent que vous attendez beaucoup de l'organe judiciaire pour au moins avoir cette reconnaissance de victime, ou en tout cas la reconnaissance que vous n'êtes pas le bourreau Mm. que certains prétendent que vous êtes. Mm. On sent que c'est pas forcément évident. Comme vous le dites, vous avez fait affaire à une personne qui a une certaine notoriété publique, qui a peut-être aussi certains réseaux. On ne dit pas qu'il a forcément des réseaux dans la justice, mais en tout cas, ça peut participer à cette difficulté rencontrée pour faire entendre la vérité. Nous, quand vous nous avez sollicité pour vous accompagner, après avoir longuement échangé et vu la nature des échanges, des difficultés que vous avez rencontrées, on a décidé de vous accompagner. Merci. On sait que c'est pas évident. À notre petite mesure, on essaie de faire le nécessaire pour essayer de vous soulager au mieux, que ce soit dans les démarches administratives, judiciaires, les rendez-vous et même apporter notre concours un peu psychologiquement, même si nous ne sommes pas des professionnels de la santé mentale, mais en tout cas, on essaie de vous soutenir du mieux que nous pouvons, en tout cas, et ce n'est que le début, parce qu'on sait que les délais judiciaires sont parfois très longs. Avec les dessaisissements des avocats, parfois, il faut recommencer tout à zéro pour réexpliquer les choses, repartir dans le cœur du dossier, essayer de démêler ce qu'il y a d'important, ce qu'il est un peu moins, etc. Donc c'est vrai que c'est un dossier assez conséquent. Vous savez que vous pouvez compter sur notre soutien. Nous sommes présents et nous le resterons tant que vous souhaiterez. Merci beaucoup. Que l'on reste à vos côtés, bien entendu. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Parce Merci que c'est beaucoup. pas évident de traverser ce genre d'épreuve, aussi bien physique que psychologique. De parfois avoir l'impression de faire face à un mur, de ne pas être entendu, d'avoir ce sentiment d'être victime d'injustice sur injustice. De dire voilà, moi je suis victime de ça, mais à contrario c'est moi qui suis reconnu comme étant le bourreau alors que de base j'en suis plutôt la victime. Donc on voit tout ce mélange et cette additionnalité des éléments fait que c'est une situation qui doit être très difficile à vivre, nous n'en avons aucun doute, mais il faut continuer à se battre. Je sais que c'est facile à dire, parfois moins facile à mettre en œuvre, mais en tout cas on est là aussi pour vous motiver, vous booster, essayer de faire en sorte que les choses avancent. On fera tout le nécessaire en fonction de nos possibilités, de nos disponibilités pour nous rendre utiles dans votre dossier. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter par rapport à tout ce qui a déjà été dit ? Non, mais à part que j'ai eu affaire à un vrai manipulateur pervers narcissique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres victimes, je pense, de ça. C'est vrai que la justice ne reconnaît pas les victimes des pervers narcissiques, et c'est vrai que ça serait bien qu'ils commencent un petit peu, que même les agents de police, etc., ils soient un peu formés à ce, parce qu'en vrai, les victimes des pervers narcissiques, c'est eux qui sont automatiquement les coupables, tout le temps, dans plusieurs affaires que j'ai pu voir, c'est tout le temps eux les coupables. Et ça serait bien que ça puisse être reconnu aujourd'hui. Parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre que j'ai eu affaire à un pervers narcissique. Il fallait vraiment, justement, grâce au soutien de l'association, en parler, de ressasser à chaque fois, de radoter un petit peu à chaque fois l'histoire, etc. C'est évident que c'est un pervers narcissique qui est coutumier des faits, qui sait comment agripper ses victimes et comment les tordre, on va dire. Et je pense pas être la seule dans cette déjà là on est 3. Sur cette personne, on est déjà 3 victimes. Mais il y a énormément de femmes
qui subissent ça et qui se rendent coupables. Puisque moi-même, j'étais en colère contre moi-même et que je me suis dit, c'est moi la coupable, puisque lui-même a fait penser que j'étais coupable. Et la police et tout le tralala, en fait, ils ont fait en sorte que je puisse penser ça. C'est aussi le sens de votre démarche aujourd'hui de pouvoir en parler pour que ça se Oui, sache, pour oui, dévoiler les mécanismes un petit peu et exactement. de faire en sorte que votre parole puisse peut-être aussi libérer la parole d'autres personnes et qu'à un moment donné ça puisse s'arrêter. Exactement. Exactement. Parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a énormément de victimes et les agents, je pense qu'ils sont pas formés à ça. Ils sont pas formés aussi à un travail d'enquête minutieux, etc. Et c'est important, oui. Que ça soit sur les VG, je pense qu'il y a des cabinets peut-être qui prennent ça à la légère, alors que subir un avortement, ça a vraiment des conséquences Dramatique. dramatiques. Et surtout, en plus, passer un âge, passer un âge, c'est encore pire. Et ça laisse des séquelles sur la santé. Quand il n'y a pas de suivi, etc., ça laisse vraiment des séquelles. Et c'est un traumatisme. Et s'il n'y a pas d'accompagnement de tout ça, on peut juste en parler. Et en parler, ça fait du bien. D'accord. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas des victimes qui choisissent parfois une solution tout autre, des Mm. fois qu'ils n'arrivent plus à supporter ces difficultés Oui. physiques et psychologiques, qu'on arrive à mettre un terme à Mm. leur jour. On ne vous le souhaite pas en tout cas, et si un Mm. jour ça vous traverse l'esprit, Mm. vous nous appelez J'y ai directement. pensé, D'accord. j'y ai pensé. J'y ai pensé en sortant de la deuxième garde à vue parce que je trouvais que je pouvais plus mentalement. Euh, et après, voilà, ça m'a tout de suite, j'ai ma fille voilà, qui est arrivée on va dire dans ma tête, je peux pas faire ça en fait, je peux pas faire ça. Je suis issu d'une certaine religion, je me dis, je vais pas, je suis déjà en enfer, je vais pas le faire pour retourner en enfer. Et en fait, c'est ce qui a fait que, mais j'y ai pensé fortement. Parce que quand on subit tout ça et qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas reconnu et qu'on est brisé, on est détruit, euh, et il faut savoir que j'ai un certain âge, c'est très compliqué en fait. On se dit, on voit pas comment on peut se reconstruire à l'avenir. On voit pas d'issue. D'accord. Ouais. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Félicitations et bravo pour votre témoignage. On sait que Merci. c'est pas évident de Merci. raconter. Mm. C'est une partie de son intimité, une partie de sa vie, Mm. c'est jamais évident. Mais on espère que ça pourra permettre à d'autres femmes de sentir déjà qu'elles ne sont pas seules, qu'elles Mm. peuvent être accompagnées, en espérant qu'à l'avenir, nous pourrons faire peut-être d'autres témoignages où vous aurez des victoires judiciaires à votre actif et que vous aurez eu l'opportunité de vous reconstruire physiquement et psychologiquement Mm. pour porter un peu ce message d'espoir à toutes les personnes qui seraient malheureusement victimes d'agissements Mm. similaires à ceux que vous avez vécus. En tout cas, merci beaucoup à l'association, en tout cas. Vraiment, C'est normal. merci infiniment. À très bientôt. À très bientôt. Merci.